Nous allons passer désormais à la toute première session. Nous allons parler expérience client. Nous avons Dilip Soman, qui est notre premier intervenant. Nous retrouvons Stéphane pour modérer cette première séance. C'est parti. Hi everyone, I am honored to introduce our guest speaker for the Customer Experience session at the Human Advantage Conference. Stéphane Marcel, Chief Growth Officer at BVA Group and one of the group champions regarding customer experience, and myself will be speaking with Professor Dilip Soman. Dilip is a world leader in behavioral science, currently Canada Research Chair in Behavioral Science and Economics at the Rotman School of Management at the University of Toronto. He served as the Director of the Behavioral Economics in Action Research Center, called BEAR, at Rotman. His research into behavioral economics has a particular focus on consumer well-being, marketing, and policy. Dilip is the author of a wonderful bestseller book, The Last Mile, published in 2015, I think. I have loved this book. He also teaches a massive open online course called BE 101X, Behavioral Economics in Action, on EDX. I have followed. I think I was one of the first in 2013. So I am very happy to be graduated from this MOOC. So a lot of things, but in the last 2 years, you have been very, very productive. You have edited 2 new books, The Behaviorally Informed Organization with Catherine Young, I think it was in 2021, and Behavioral Science in the Wild just this year with Nina Mazar, so in 2022. And it's not all, you have just released the second edition of Managing Customer Value, co-authored with Sarah. So that's it, Marandi, which will be at the heart of our conversation today. So I am very proud and very honored to have you on board, sharing your insight. Dilip, a big thank you for being with us today. Thank you, welcome, Eric. Dilip. Thank you. It's my pleasure to be here. So thank you so very much for inviting me. First of all, a big thank you. We are very honored, and it is great to have you with us today, Dilip. And first of all, we all know that behavioral science can be applied for a lot of topics and in many directions. From the beginning of the Human Advantage Conference, we've seen the power of behavioral science to promote and improve sustainability, employee engagement, diversity and inclusion, and also innovation. So Dilip, personally, why do you think the behavioral science perspective is specifically helpful regarding the customer value and experience? Great question. Let me begin by giving some sort of personal historical context. So I'm not a behavioral scientist first. I'm a marketing person first. So I finished my engineering degree, started working on the shop floor, and then I saw an ad on the shop floor for a job doing sales and service for earth-moving machines. So I applied for that. I still, many years later, have no idea why they picked me. But that sales job was my first foray into marketing. I spent a little bit of time in advertising after that. And so when I came into behavioral science, the big ideas, the big questions I had were really customer
value type of questions. And I do also want to pick up on something Eric said earlier in terms of when he introduced me. He talked about the fact that I'm interested in consumer welfare more than anything else. And one of my own personal dissatisfactions with the field when, back in the 1980s and 1990s, when I was sort of in sales and advertising, it was a very transaction-oriented field. It was about trying to get people to, I don't know, buy things they didn't perhaps need, right? And everybody talked about value, but there was no good conceptual definition. So that's just by way of background, sort of the way I think about applying behavioral science to the field of customer value, customer experience. So to answer the question in terms of how does it actually apply, I'll say a couple of things. So I think one of the things that I definitely think behavioral science lets us do is to better understand what drives customer value. And in the absence of that, we're always going to rely on sort of our mental models. We also know from behavioral science that our mental models are usually not typical of our customers. We know there's an empathy gap. We know that as people become more senior, they tend to lose touch with what's happening on the ground. So, quick example, suppose I went to a bunch of managers who are in the transportation business and I said, look, let's think about a train service. Let's say it's a European train service. It's an overnight train. If I give people the option between a train journey that takes 5 hours and costs X euros versus a train journey that costs 8 hours and costs a higher amount, which one would they prefer, right? And most people would laugh at me and said, that's a ridiculous question. I mean, obviously, people will take the cheaper and faster one, right? It turns out that's not the case. And it's not the case because people want to sleep on this train, right? So a 5-hour train doesn't give you enough time to sleep. So especially if you're traveling on business, I mean, you don't want to sleep for 4 hours and then get up wherever your destination is. So I think those are the kinds of insights that really understanding the behavioral science, I think, lets us do. I mean, we can think about the importance of pricing, the importance of delays. I mean, a lot of people will talk about waiting time as a negative. I always see that as an opportunity. Eric is probably familiar with some work we did early on with the province of Ontario on organ donations. We catch people when they're waiting to renew their driver's license. That's when they have bandwidth. So I think we really need to think about sort of, taking those pre-established, preconceived notions of what value is. And I think behavioral science lets us do that. So that's one. I think behavioral science also lets us rethink things that we've been doing repetitively without much thought over the past several years. And I'll give you a classic example of segmentation, right? This is the first thing we teach people. Segmentation. And so I have a article coming out with a student, Kellen Kwan, where we make the point that segmentation relies on the idea that people are different from each other. And we know that, right? But we also know from behavioral science that not only are people different from each other, they're also different from themselves. Right? So Dilip on the weekend does things very differently from Dilip on a weekday, or in the summer versus the winter or sunny day. We know this, right? And so why do we end up treating everybody that belongs to one cluster of people similarly, when in fact there could be some variation within that? And so we call for sort of a new way of essentially rethinking segmentation, make it behaviorally based as opposed to just kind of classifying people, classify behavior. So those are two examples that sort of highlight the way I think about behavioral science changing how we do the value customer value function. I think there's a couple of things. One is I think the methods of behavioral science are really important for us. Like we can learn a lot from what the behavioral scientists do to study situations to help us better understand what value we create for customers. And then second, the insights from the science are helpful. I always keep saying there are good hypotheses, good starting points that we should test further. But there's just so many insights from the science that we can apply to understanding what creates value. So perhaps a long answer to your short question, but that's the way I think about it. No, not at all. Thank you very much. And it makes really sense. And also the fact that you repeat and re-put at the center the question of the context and the moment and everything which is linked to this.
Another question, Dilip. As Eric has mentioned, you have just released the second edition of your book, Managing Customer Value. Why have you decided to write a totally new edition? And what have you learned from the last 10 years which has convinced you to do so? That's an easier question. So I will say that the first edition of the book came out in 2009. It was written in 2008. So as you can imagine, we started working on it late 2007. So if I just do a snapshot of late 2007 to now, iPhone had just been introduced back then. Tablets, the only tablet we knew back then were the things that medicine comes in. We didn't have tablet computers. We didn't Netflix was still sending out discs by mail at that point in time. We had never heard of the gig economy. So clearly the world had changed. And so you could sort of look at sort of these very visual indicators. But I think there were three other big things that are drivers for, I think, the way we have changed the way in which we do customer value functions. So obviously digital and social was huge. Again, back then there was hardly anything. Again, Twitter had just been launched. And so we hadn't learned about the power of social media. We hadn't learned about the role that communities could play. Influencers were still in the physical world, and essentially it was all about just getting an endorsement as opposed to an influence. So I think that's changed the way we think about going to market for sure. Behavioral science. I mean, the first edition of Nudge had not come out when we started working on this book, right? And so now we have a long literature in that field. People understand behavior change a lot better. We have a vocabulary, and all of that was missing in the first edition of the book. I mean, I don't think the word nudge showed up in the first edition of the book, right? So that, and then the data and machine learning, right? So one of the things, going back to the point I made earlier about segmentation, machine learning now lets us create segments that are unique to a particular purchasing occasion, a particular transaction, right? And we couldn't do that. So I think this article that I spoke about on segmentation couldn't have even been written 15 years ago, because it's all very fine to say, well, let's base it on real segments, let's base it on real behavior, but we couldn't, and I think now we can. So I think capabilities have changed immensely. The marketplace has become a lot more crowded, and back in the days when thinking about financial services, like insurance companies just sold insurance products and banks just had accounts, and now everybody does everything. So I think with all of that going on as well, it's created a lot more potential for confusion, but at the same time potential for businesses to better understand how they can create value. So it's a completely different game, and I think it was really sort of at some point in time, reading the old version of the book and say, well, hang on, none of this is actually the world right now. And I think both Sarah and I kept pushing it back, and then the pandemic happened, and we were all sitting at home for a period of time. And I picked up the phone and I said to Sarah, well, why don't we redo this? And initially we thought it'd just be like a question of updating some chapters, and then very quickly we realized we just had to rewrite the whole thing. So that's how that came about. But yeah, as you can see, it's a completely different world in a short 12 or 13 years. Thank you. What perhaps remains an important topic on a point of view, and a personal point of view, is the fact that an organization should hold the individual's hand and walk them through a value chain, one stage at a time. Can you explain this a bit more? And more generally, what are the key insights from your book about the best way to manage customer value? Okay, so I think now you're getting into the heart of sort of the way we think about the problem. So I'm going to hold up the book again. On the cover, you see ladders and people climbing ladders. And we use the ladder as a metaphor for how to grow customer value over time. So you never climb a ladder by jumping from the bottom to the top. You go it one step at a time. And I think that's the point we're trying to make. And that essentially means when we think about any customer activity, any customer outputs that we have in mind, is I think we have to be very deliberate about the pathway the customer should take to get to that point.
And not everybody should get to the same stage in the ladder, right? Some people, it doesn't make sense to go to the top. And so that's why I keep pushing for the welfare idea. For some customers, it may make no sense to be your most loyal customer for whatever reason, right? And so I think we need to develop a way in which we can figure. But so the ladder becomes sort of an interesting metaphor. To operationalize a ladder, we think about customer activity and the notion of decomposing all of our metrics, including revenue. You've probably experienced this, but we've often worked with businesses that will kind of say, revenue's dropped, or benchmark with competition, our revenue hasn't grown. And we try to understand why that's the case. And we're appalled at the fact that a lot of these businesses don't maintain the data on basic drivers of revenue. So if I apply, for example, a metaphor of a retailer, what does a retailer do? I remember this conference where there was a CEO of a retailer who was speaking, and he said something like, retailing is really simple, right? And everybody was like, wow, like, that can't be true. He says, oh, it's just 4 things. You bring people to your store, step 1. Once they're there, you get them to buy something, step 2. Step 3, once they bought something, get them to buy something else. And then step 4, have them come back again and again and do the same thing, right? So that kind of stayed with me in an interesting sort of way, which is, I said, well, okay, if revenues are declining, if we had data on each of these 4 components, we'd know what the problem is, right? So 2 firms with declining revenues, one might just be a traffic problem. People aren't coming to the store as much. The other one might just be a conversion rate problem, right? And so, again, having that fine-grained metric in terms of what's working and what's not, I think allows you to then construct the ladder, because for every step in the ladder, then there's a metric, right? Is you can say, well, look, people are just not climbing the ladder to begin with. That's a traffic problem. Or they're not going to the first step. That's the conversion rate problem. Or they're not climbing fast enough, right? So I think that's one pillar that underlies sort of the way we think about customer value. The other pillar is something I've spoken about a lot also in some of my other work on behavioral science, the notion of heterogeneity, right? No 2 customers are alike. We just spoke about that. But we need to respect multiple paths, right? So the optimal ladder for Eric is going to be different from an optimal ladder for Dilip, different from an optimal ladder for Stefan. And I think we need to acknowledge that. We need to customize the way we design interventions. So think about the following simple thought experiment. At this point in time, it's a thought experiment, but it's not too far from being reality, which is, let's imagine, I know that different people like different layouts of a website. Okay, so Eric likes something to be organized by attribute. Perhaps, Stefan, you like something to be organized by options. But of course, as a web designer, I have to choose one or the other. What if I could somehow quickly figure out whether the customer that's arriving at my website right now is like Eric or like Stefan, right? And if it is like Eric, I can then serve them a by attribute website. If it is like Stefan, I can serve them, right? Now, so I keep saying this is a thought experiment, but it's actually potentially doable. If I can come up with quick ways of figuring out what are those observable features of Eric's behavior that define his or her preference for the kind of website, I can actually start customizing those interventions. So things like that, I think we need to, be able to do, and we can do now with all of the new tools at our disposal. And then finally, the notion of just being able to actively, clearly conceptualize what we mean by value and how to measure it. I don't know about you, but I found value as like a big error term. Like everybody throws it around. Why do we do this if we don't have any other explanations? Or because it builds customer value, right? And then you ask people, what does that actually mean? And they don't have a good answer, right? So in the book, we make a distinction between different kinds of values, right? So economic versus experiential, right? Economic value is something you can quantify a priori. I have a faster machine than my incumbent. I can quantify what that means for my customer, right? I have a slower train ride. That's an experience. It changes the nature of the day I have afterwards. Eventually, it will convert to economic value, because as people learn that the slower train makes for a better holiday or for a better working day the next day, they'll be willing to pay more. But right now, it's the experience and not the economics. So you can think about that dimension. You could think about where the value manifests itself, right? So think about like a faster machine, right? Who's going to make the decision to purchase? The purchasing manager. But the purchasing manager probably never sees the value,
It's the person on the shop floor who sees the value when they need less labor or less materials or whatever that might be, right? So we think about that as a different type of value than value that is actually consistent or embedded in the consumption experience. So I think we need to be able to put a better framework on just trying to understand what we mean by value. How can behavioral science help us understand what that driver of value is? And then how can we measure that? And I think that's, to me, those three are the pillars. I mean, there's a lot of other stuff I could go into. But again, the notion of the ladder, the notion of heterogeneity, creating customized experiences, and then the ability to conceptualize and measure value, I think, are the three big pillars to answer your question. Yeah, thank you. You've already you gave us some great example, and I think they will make a lot of sense for our audience. But is there some other example that you could share with us to illustrate how successfully we can manage the client value and experience? Sure. So I think, I mean, I'll give you a couple of stories. They are devoid of company names for obvious reasons, but I think they'll drive the point home. So let's imagine. Let's start off with sort of the notion of decomposing metrics and trying to move people up the value ladder. So let's imagine you have an ice cream vendor. In fact, that's an illustration in the book. And the ice cream vendor has three dimensions on which they could sort of earn revenue from their customers. There's the frequency, how often the person comes to get ice cream. There's the flavor. There are some high margin flavors, some low margin flavors. And then the volume, like do they buy 1 scoop or 2 scoops or 3 scoops, right? And so you can actually almost imagine a cube, okay? At the bottom left of the cube, you've got somebody who comes very infrequently, buys the cheap stuff or the low margin stuff, and only, buys 1 scoop at a time. Right? Now, you can move the person, eventually you want to move them to the top right, where they're buying a lot of scoops very frequently and of the expensive stuff, right? But the question is, what's the right pathway, right? And again, that's where I think, the behavioral science and data science can inform us empirically by testing and figuring out what's the right way. The right way for Mr. X might be different from the right way for Ms. Y. But you can then also start doing things like, incentivizing people appropriately. So suppose we have, Mr. A who comes very frequently and buys like 3 or 4 scoops, but he's only buying vanilla, right? There's an opportunity. As we call it opportunity segmentation, right? The opportunity is if only Mr. A bought an expensive flavor, you could earn more revenue from them. Now, again, I'm not about to suggest that we do it if they don't want it, right? And that's why I keep saying it all depends on, what the optimal step in the ladder is for those people. But I think those are the kinds of things that a systematic way of thinking through the ladder can help us understand. And then that's where behavioral science can contribute by showing, here's the way in which we do research to understand it. Another quick example. Why do people who come to stores, let's say in retailing, planning not to buy anything, end up buying things? Well, they end up, it's not because they don't actually have a concrete plan. But, we need to start mapping out what happens to people in the stores, right? They browse, they stop, if it's an apparel store, maybe they touch the clothes. And you can start, again, constructing a micro pathway as to what's going on at these different stages. And then finally, another quick example that I'll give is a cruise company trying to attract people that have never gone on cruises before. Now, here's a company that was offering these like 8-day-long cruises, right? And I'm saying, people who have never cruised before, to get them to go on an 8-day cruise is a non-starter, right? It's like going from the bottom of the ladder to the top, right? And so we started constructing a ladder, right? And the company started doing interesting things. They would dock the ship in the harbor, but they would just let out the ship for corporate events. So people could just come to the ship, or weddings or other events, right? So it was just like a question of being familiar with the ship. Once they were on the ship, then they were like, oh, that's interesting, right? Then they introduced a 1-day cruise. It's just a thing that goes down the harbor, comes back, maybe you have a nice dinner, right? But that's how you get people used to it. And I think the research allowed the company to think about what those different steps in the ladder were. So I think those are some examples where
we can actually take these basic ideas from the book and then start applying the methods of behavioral science to do the research that can then help us understand how and what those steps look like. Thank you. Another question which is really important for us, and especially for the kind of audience that we have with us around the Human Advantage event and conference, is the fact that we've understood that you also encourage leaders in organizations to think about the customer value function as something to be organized alongside activities that the firm would like the customers to engage in. Could you elaborate on this? Yeah, so one of the things that Sarah and I learned that a lot of companies can't be ladder focused or value focused because of constraints set up by the structure. And let me give an example of what I mean by that. Right? Suppose we start looking at how marketing functions and organizations are organized. Like what does the org chart look like, right? It'll jump out that most of them are organized by what the marketer does, as opposed to what we want the customer to do. There's a disconnect between your activity versus the output, right? So I do copywriting. I'm in the copywriting group, or you might do media, or somebody else might do research, right? So it's your classic. We don't see the 360 view. But suppose we were organized by, we're all responsible for acquiring customers, right? Or we're all responsible for creating traffic, right? So we have different groups that actually do that. So some of the companies that I work with are employing some sort of a matrix organization. So yeah, you can still have your copywriters and your research people and your pricing people, but let's overlay a matrix in terms of what your primary behavioral outcome responsibility is, right? If you're the acquisition people, you focus on that. Then it's a question of making sure you have the right metrics to maximize. But I think allowing people to see what the outcome of their work is going to be is an important ingredient, I think, of the value approach. So that's sort of what we were getting to. I think the other quick thing that I'll say is, there is a big difference between what I call the marketing function and the marketing department. To Sarah and I, anything that creates customer value is the marketing function. So you could be in design and you're doing marketing, or you could be in sales and you're doing marketing, right? But most companies don't see it that way. It's like, we put a wall between marketing and everything else. And I think just the way that setup is it encourages the mentality of marketing waiting for the rest of the company to generate a product and then taking it out to the market, which, again, works for some, but perhaps there's a better way of doing it. Thank you. We at the BVA family, we see a large part of what we do relating with evaluating and improving the customer experience. We will see some great examples during the upcoming roundtable with amazing organizations such as Lacoste, La Française des Jeux, or Citeo. Our approaches are grounded in behavioral science and bolstered particularly by the Peak and N rule and the work conducted by the Shipp and Dan Heath brothers, which we summarize with the acronym EPIC: Elevate, Pride, Insights, and Connection. Regarding the customer experience, what is, according to you, the key success? So let me build on especially the Chip and Dan acronym that you spoke about, rather than amplify. So I think that stuff is great, right? But let me just focus on behavioral science for a moment. I think it is really important to think about behavioral science as a lens and not a tool. And I've heard a few people talk about this most recently. Mike Holsworth makes this point as well, is we tend to think about behavioral science as offering a solution to problems. But I do think we need to think about it as a way of looking at problems, or in fact, even as a way of looking at non-problems, with a view to saying, can this be better? And I think that's an important piece, just to complement everything else you said, is that it's not just a tool.
It's not just a solution pack. So I think that's one. I think the other thing is to recognize the centrality of situation, of context, of the heterogeneity. So because context is king in everything that we do, it is a mistake for us to stick to a winning formula all the time, because if the situation has changed, that formula is going to change. And therefore, I think the ability to collect quick evidence from time to time becomes all the more important. And we've seen this in COVID, right? I mean, it was a different story when the world was stable and the same thing worked year after year. Now, that's not the case, right? And so it's kind of like driving through a tricky road with just a rear view mirror if all you do is rely on past successes. So I think really the ability to quickly detect what's out there and react to it, I think those become key. So going beyond just the behavioral science, I think just putting in place the ability to collect data, quickly analyze it, and then react, I think would be the other key thing. Maybe a last question before I hand back to Eric. What would your advice be for customer experience directors who would like start applying behavioral science? So maybe I'll keep this at at a high level. I could give two. I think the first is to recognize that, in my opinion, every customer-related challenge is a behavioral challenge. Every problem is perhaps a behavioral problem, but not all solutions are behavioral. Right? So we always want to change people's behavior, but you don't have to do it through psychology. And as Eric knows, one of my mentors, Richard Thaler, always keeps saying, the only psychology you really need to know is if you want to get people to do something, make it easy or make it fun, right? So I guess what I'm trying to say is I think we really need to be clear and precise about what behaviors we want to change, but be open to the possibility that the way in which we change it might just be structural. It might not have to do with psychology stuff. So I think that's one, I think. The second, I think, is the metaphor that I use in the last mile of thinking about behavior change as almost like a pipeline problem. How do I get water to flow through a pipeline? I need to create a pressure difference across the two ends of the pipeline. In psychology, that's motivation. And then I need to keep the pipes clean. In psychology, that's reducing sludge or improving nudge. And sometimes we focus so much on the nudge and not the motivation that we'll clean up the pipes, but water isn't flowing. Well, that's because nobody wants to flow through your pipe. So I think really keeping those two pieces in mind. I think Dan has a similar metaphor in one of his recent talks as well. But I think keeping that motivation and friction piece as two separate, distinct things that we both need to manage, I think that's key. Thanks a lot, Dilip. I was sure this conversation will be very helpful, would be very helpful, and it is the case. So thanks a lot. Maybe a final question about the future. Regarding the challenge of customer value in general and customer experience specifically, what do you think the future looks like? Anything you are excited or hopeful about? Yeah, so I think I'll respond to that as a scientist and say that I think the thing that really excites me is the promise that new technologies, new data, new analytics allow us. There were, like I said earlier, there were things we knew conceptually we had to do differently, but couldn't because we couldn't observe behavior. Now we can. Right. So I think just like the excitement I sense is, being able to take tools like machine learning and then use them to help us better understand behaviors and fix them. We also used to emphasize, I remember in the early days of applied behavioral science, that RCTs are central. If you don't have an RCT, it's not really science. I think that's changing now. I think like with some of these new tools, there's things that we can do perhaps better than RCTs. So, but I think that's the excitement to me is we can get quicker data, faster data, actionable data sooner. So thanks again a lot, Dilip. It has been a real pleasure to have you at the Human Advantage conference. And we are looking to speaking with you again.
later for a specific session. I will be part of this session with you for the infusing behavioral science within organization, which is, I think, one of your key topic and area of interest. So thanks again. Thank you both. Thank you so very much. A last point to our dear participants. Dear participants, stay tuned and logged in, because we have a huge array of speakers and roundtables coming up to showcase real-life application of behavioral science that generates actual impact. We'll see you soon. So, as Eric mentioned, you'll see more of Dilip this afternoon. Voilà, comme vient de le dire Eric, nous aurons à nouveau Dilip avec nous cet après-midi. Mais en attendant, vous êtes avec nous. Oui, effectivement, nous avons l'immense joie d'accueillir plusieurs intervenants pour la table ronde suivante. Nous allons parler expérience client. Our guest to join this roundtable, Elodie Dorfiac, Marketing Director at Citeo, Sophie Le Fur-Dupuis, Head of Customer Insight and Client Experience at Française des Jeux, and Jennifer Luchez, Brand and Shopper Manager at Lacoste. Et shopper manager chez welcome Lacoste. To you. Bienvenue, and Stéphane. Mesdames, à vous trois. Et puis, nous avons Stéphane Marcel, qui sera notre modérateur. Vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Cette conversation sera en français, mais nous aurons une interprétation simultanée vers l'anglais. C'est à vous. Bonjour à toutes et tous d'Asie, d'Europe, plus tard des États-Unis. Et bonjour, mesdames. Bienvenue ici, Elodie, Sophie et Jennifer. Aujourd'hui, on va parler d'expérience client et notamment sur la manière dont on construit des expériences épiques. On y reviendra tout au long de cette table ronde. La force de cette table ronde, j'espère, c'est de vous faire toucher du doigt ce que on peut faire tout au long de la chaîne de valeur. Quand je dis chaîne de valeur, c'est aussi bien dans la mesure des expériences, le design des expériences, que l'implémentation de ces expériences. Et avec un cadre que j'ai mentionné dans l'interview tout à l'heure avec Dilip, qui s'appelle le cadre EPIC, qui est un cadre que nous avons, on va dire, importé, qui nous a été inspiré par 2 chercheurs américains. Je ne suis pas sûr qu'on voit le livre, mais on pourra vous donner les références. The Power of Moment, c'est Moment qui compte en français, Chip Heath and Dan Heath, qui ont posé les fondamentaux de ce cadre, qui est le cadre que l'on a utilisé dans nos interventions auprès de ces 3 entreprises et qui sont ces interventions que l'on va vous présenter aujourd'hui. Et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec Elodie, avec une question simple. Elodie, dans quel cadre est-ce que vous avez été amené à utiliser ce cadre EPIC ? Et peux-tu en profiter aussi pour nous dire ce que fait Citeo, parce que peut-être qu'au-delà de la France, on connaît un petit peu moins Citeo. Bonjour à tous, merci Stéphane. Donc je suis effectivement Elodie Dorfiac, je suis directrice du marketing pour Citeo. Citeo, c'est l'ex-éco-emballage Ecofolio pour les Français déjà. C'est une entreprise particulière, c'est l'éco-organisme, donc une société privée mais avec un agrément public qui gère, qui finance la collecte sélective en France. Donc le bac jaune, vos poubelles d'emballage et de papier. Depuis 2017, chez Citeo, il y a eu une révolution culturelle en fait. On a entrepris un changement radical de posture d'entreprise où on est passé en fait d'un machin parafiscal, hein, pour résumer, c'est-à-dire avec des adhérents captifs qui étaient obligés de payer ce qu'ils considéraient comme une taxe sur leurs emballages et leurs papiers. En 2017 est arrivé, on a perdu le monopole, hein, on est rentré sur un marché concurrentiel. Et du coup, la posture d'entreprise, elle a radicalement changé et on est passé à être un prestataire de services pour la fin de vie des emballages et des papiers de nos clients, avec un vrai enjeu de fidélisation de ces clients. C'est à ce moment-là qu'on s'est mis à faire de la mesure de la satisfaction, des outils de mesure de suivi et notamment avec le baromètre de satisfaction sur lequel BVA nous accompagne donc maintenant depuis 5 ans.
Depuis 2 ans, on a un peu fait évoluer donc ce long questionnaire qu'on envoie à nos 40 000 clients chaque année, en introduisant effectivement les EPIC. Donc ce fameux outil qui permet d'intégrer des questions qui relèvent du registre de l'émotion. Donc Stéphane l'a pas dit, mais EPIC, E-P-I-C, ou alors tu l'as peut-être dit juste avant, mais c'est Elevation, Pride, Insight and Connection. Donc est-ce que concrètement le client a été surpris? Est-ce qu'il s'est senti unique? Est-ce qu'on a nourri sa curiosité? Est-ce qu'il a le sentiment qu'on a créé un lien durable avec lui? Donc ces questions, en fait, donc ce qui sont des drivers de connexion, des drivers de mémorisation, ça met en jeu des émotions ressenties, et on est venu les ajouter aux outils d'analyse classiques de la satisfaction que sont l'opinion, la satisfaction, le NPS. Et surtout, on a essayé de voir comment l'un nourrissait l'autre, comment vraiment ces drivers interagissaient entre eux. Alors, je vous ai pris quelques petits exemples. On constate que le fait d'avoir vécu un moment épique au cours des 12 derniers mois, donc un pic émotionnel dans son interaction client avec Citeo, ça a un énorme impact positif sur les indicateurs clés classiques de satisfaction. Alors, j'ai été énorme, c'est pas du tout scientifique, donc j'ai pris des chiffres. L'élévation, chez nous, ça s'avère être le driver émotionnel le plus impactant. Concrètement, pour la moitié des clients qui ont répondu positivement à « Citeo me surprend agréablement par un accompagnement qui sort de ce à quoi je suis habitué », la note d'opinion globale, elle va bondir de 7,4 à 8,1 sur 10. Donc c'est très significatif. Et sur le NPS, celui qui, pour le client lambda qui n'a pas vécu d'EPIC, on est à +6. Et en revanche, pour celui qui s'est senti agréablement surpris, le NPS bondit à +38. Donc c'est assez impressionnant d'efficacité. Merci, je préférais que ce soit toi qui le dise. Ce que tu démontres là, c'est que ce cadre qui nous a inspiré par des chercheurs en sciences comportementales, c'est un cadre qui est probant, et on voit comment on inspire les sciences comportementales, on en parle depuis 2 jours, dès le début de la chaîne de valeur, on va dire, et à ce moment-là de mesure, et on parlera après, bien évidemment, de ce à quoi ça vous a servi, puisque les études, c'est utile si ça sert à quelque chose. On va passer à Sophie maintenant. Elle aussi, elle a eu la chance de pratiquer EPIC, mais est allée au-delà dans la mesure de l'expérience client et de la shopper expérience de FDJ, en intégrant d'autres formes de mesures qui sont tout à fait typiques des sciences comportementales. Je ne vais pas les déflorer, c'est toi qui vas les présenter. Et c'est aussi pour dire que, bien évidemment, en matière de mesures, on en parle beaucoup depuis hier, et y compris avec les progrès technologiques, on peut faire énormément de choses aujourd'hui pour notamment clore certains gaps que les professionnels connaissent assez bien. Et un gap qui nous a intéressés dans votre démarche, et lorsqu'on a préparé cette interview, tu en as parlé, c'est le gap qu'évoque Dilip Soman, cet empathy gap, qui est assez important dans des organisations qui souvent ont tendance à fonctionner en push et aller vers les clients, alors que l'empathie consiste à mettre le client au centre ou au cœur des réflexions. Et donc, je te laisse nous expliquer ce qu'on a fait ensemble et en quoi ça a été utile, bien sûr. Oui, tout à fait. Merci Stéphane pour ton intro. Pardon. Donc, quelques mots sur la Française des Jeux pour ceux qui ne nous connaissent pas, alors plutôt à l'étranger, mais la Française des Jeux, c'est le leader des jeux d'argent en France. Donc, on a en France 26 millions de clients, c'est-à-dire qu'on a un Français sur 2 en âge de jouer qui joue à nos jeux. Et nos jeux sont distribués dans 2 réseaux de distribution, le réseau digital qui nous appartient et le réseau de points de vente bar, tabac, presse, sur lesquels on travaille en partenariat avec des commerçants. Le réseau de distribution, en fait, c'est 33 000 points de vente répartis dans 11 000 villes, donc c'est évidemment énorme. Et c'est un réseau qui va être extrêmement hétérogène. C'est-à-dire qu'on a des points de vente dans des zones rurales, des points de vente dans des gares, des points de vente dits de flux, des points de vente dans lesquels on stationne, dans lesquels on boit un café. Donc en fait, on a des choses très hétérogènes à la fois en termes d'implantation et à la fois en termes de clients. Or, et ça c'est un point important, nous les clients on ne les connaît pas, on n'a pas de données clients, les clients ne sont pas identifiés, on n'a pas de programme de fidélité, donc on est un petit peu aveugle sur ce qui se passe en point de vente, à la fois en termes d'implantation et de clients.
L'un des axes phares de notre plan strat, c'est effectivement l'orientation client. Créer une relation génératrice de valeur avec nos clients. Et pour créer une relation génératrice de valeur, il faut connaître ses clients. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à BVA pour aller travailler en point de vente et mieux connaître nos shoppers. Donc, je vais répondre à ta question. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce shopper? En fait, on avait 3 objectifs. Un objectif de profiling des clients, un objectif qui était vraiment de comprendre le parcours d'achat et enfin un objectif qui était d'évaluer en fait l'expérience client en point de vente. Pour ça, on est parti sur une étude shopper assez énorme et on a effectivement intégré pas mal de méthodos et de grands principes issus des sciences comportementales. Le premier principe qui est clé, c'est évidemment de travailler en contexte. Donc, ça veut dire que BVA a déployé des enquêteurs dans 80 points de vente dans toute la France pour aller vraiment travailler au plus près du parcours d'achat. Donc, ça, c'était la première chose. On a également intégré des mesures dites passives et notamment une mesure d'eye tracking. On a équipé des shoppers de lunettes d'eye tracker en point de vente pour étudier le parcours visuel en fait, de nos shoppers en point de vente et pour comprendre finalement qu'est-ce qui est vu en point de vente, qu'est-ce qui est regardé en point de vente, et au final, de quoi on se souvient quand on sort du point de vente, afin d'identifier ce qui est de l'ordre plutôt de la visibilité ou de la lisibilité des éléments, versus ce qui est de l'ordre d'un problème de pertinence dans un parcours shopper. Et puis, parce qu'on est joueur, on a rajouté un peu de mesures émotionnelles. Donc, on a équipé une partie des shoppers de bracelets qui mesuraient l'émotion en point de vente. L'idée, c'était de dire, est-ce qu'on propose une expérience qui nourrit en émotion? Et si oui, à quel moment? Voilà. Et puis, last but not least, effectivement, on a intégré le modèle EPIC à notre questionnement pour comprendre quels étaient les moments, si on avait des moments positifs en point de vente et quels étaient les inducteurs en fait de ces moments positifs. Merci. Donc, un dispositif particulièrement complet et on voit bien, sans refaire tous les éléments de théorie que l'on redécouvre pour certains depuis hier ou que l'on découvre pour d'autres, on voit bien qu'avec ce type de dispositif-là, on essaye d'être à la fois dans l'observation, et lorsqu'on parle des comportements, c'est assez important, d'essayer de clore certains gaps ou de remplir certains gaps, notamment entre la déclaration et les comportements. Et s'agissant des émotions, bien évidemment, il y a un certain nombre de choses, de ressentis que l'on peut mesurer par des choses verbales, mais aussi là, dans le contexte de manière équipée, on va dire. Alors, on va passer à Lacoste. Merci déjà pour le dress code BVien de ce matin. Lacoste, je ne me présente peut-être pas, mais tu pourras en dire ce que tu veux. Si, Lacoste, ça se présente toujours. Alors... Pardon. Alors, je suis désolée, aujourd'hui, j'ai un petit peu la voix cassée. Lacoste, évidemment, mondialement connu pour le polo. Voilà, et on est ravis, en tout cas, de fêter nos 90 ans très, très bientôt. Félicitations. Là, on va parler de l'utilisation des sciences comportementales dans un autre registre. Et quand je disais en introduction chaîne de valeur, on va parler cette fois-ci du design d'expérience. On a parlé de la mesure avec mesdames, on va parler du design d'expérience. Mais avant que tu nous dises ce en quoi on a utilisé les sciences comportementales et dans quel cadre, je pense que c'est important pour les auditeurs que tu nous redises dans quel contexte on est intervenu. On va dire quels étaient les challenges ou le problem to be solved, comme on dit en français. Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est arrivé en fait par étapes. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas tout de suite la question des sciences comportementales quand on est dans la définition justement de ce que l'on veut faire dans notre parcours client. C'est-à-dire que nous, on a déjà retravaillé, et ça, je trouve que c'est un message qui est important, il faut déjà être solide. C'est-à-dire que il faut bien connaître sa raison d'être de marque, il faut bien connaître sa vision et sa mission de marque. Parce que quand on va redéfinir notre parcours client, il doit être authentique. Et ça, c'est très important d'être toujours lié à son ADN de marque. Et donc, c'est vraiment dans ce contexte-là, en tout cas, qu'on a donc fait appel aux sciences comportementales. Alors, pourquoi on a fait appel ? Clairement, nous, on avait l'ambition de révéler le potentiel émotionnel de notre parcours client. Ça, c'était très important, c'est-à-dire faire rêver nos clients quand ils rentrent sur le point de vente. Aujourd'hui, Lacoste, c'est présent dans plus de 100 marchés. C'est 1200 points de boutique en retail et c'est plus de 15 000 points de vente partout dans le monde. Donc, ça veut dire qu'on a des problématiques liées aux différentes cultures, à différents profils de clients. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'émotionnel, bien sûr, il faut pouvoir se connaître soit en tant que marque, qu'est-ce qu'on a envie de donner, qu'est-ce qu'on a envie de faire vivre à nos clients et comment on va pouvoir aller les toucher. Et ça, donc, c'était donc notre deuxième point, répondre donc aux attentes de nos clients. Merci. Et donc,
pour en venir concrètement à la mission qu'on a conduite avec vous, bien sûr, il y a une phase d'inspiration, d'insight, et on a vu qu'il y a plusieurs manières de le faire, qui était capitale pour nourrir la réflexion, les besoins et les attentes des clients. Et puis est arrivé ce moment qui est assez important et qui intéresse tout le monde, c'est cette phase de design, en l'occurrence d'une expérience un peu particulière et assez propre à ce monde du retail premium, comme vous le dites, qui est la cérémonie de vente. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que l'on a fait et aussi sur la manière dont finalement Epic a été utilisé comme cadre créatif dans ce contexte-là? Oui. Alors, comment ça a été fait? Alors, ça n'a pas été fait en un jour, clairement pas. Mais en premier lieu, du coup, on a donc défini, en fait, qu'est-ce que ce serait notre parcours client. Nous, en tant que marque, qu'est-ce qu'on a envie de projeter, comme ce que j'ai pu l'expliquer. Ensuite, on s'est vraiment posé la question sur chaque moment, qu'est-ce qui était vraiment les points obligatoires, en tout cas mandatory, qu'on voulait vraiment faire vivre à nos clients partout dans le monde. Donc ça a été un premier point. Le deuxième point, ça a été, quand on se dit qu'est-ce qu'on veut faire vivre, ça veut dire en fait notre philosophie. Il a fallu donc définir notre philosophie, il a aussi fallu donc définir nos postures, qu'est-ce qu'on veut faire encore une fois et qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Donc pour bien avoir un frame, clairement un cadre d'opération. Et puis ensuite, ça a été donc de définir les moments signatures. Et donc c'est dans ce cadre-là, clairement, que Epic est rentré en jeu. On sait bien voilà, qu'il va falloir susciter à un moment donné de l'émotion, il va falloir susciter de la surprise, clairement en tout cas de la fierté, plusieurs éléments en tout cas voilà ce que peuvent nous donner Epic. Et donc on s'est vraiment interrogé sur chaque moment, qu'est-ce qui était justement le moment qui allait être différenciant par rapport aux autres moments donc proposés tout au cours de la cérémonie, mais aussi par rapport à la concurrence. Parce que ça, c'est aussi très important, évidemment, quand on est Lacoste, on vend notre polo Lacoste, nous sommes les inventeurs du polo shirt, et donc bien sûr, on veut avoir notre propre manière à nous de pouvoir le vendre à nos clients. Donc ça, une fois que ce travail est fait, on va dire au niveau global, ensuite, encore une fois, comme j'ai pu le dire, on s'adresse à des quantités de clients et à des quantités de pays, cultures partout dans le monde. Donc après, on s'est assuré aussi que ce travail-là, il avait du sens. En tout cas, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Donc c'est là aussi où BVA nous a accompagnés pour justement s'assurer de la cohérence de marque. Est-ce qu'on était toujours juste par rapport à notre ADN selon les différentes cultures? Et ensuite, est-ce que ça résonnait? Et ça a été un long travail aussi et qui a clairement porté ses fruits. Merci. Ça fait écho aussi à un des points qu'on évoque depuis hier et que Dilip a évoqué dans son interview, c'est cette logique de segmentation ou de personnalisation. Mais en l'espèce, lorsque on travaille sur un design d'expérience qui s'adresse à des intermédiaires qui vont le servir, on va dire, aux clients, un réseau de vente, il y a un autre challenge qui est de faire en sorte que les gens s'approprient. Le designer, c'est une chose, et ça ne met pas un jour, tu as raison, mais le designer, c'est une chose, faire en sorte que les gens se l'approprient et le jouent dans la même intention que vous souhaitez le jouer, l'intention de marque, et avec un certain nombre de protocoles. Quand on parle de cérémonie de vente, il n'y a pas de hasard et de signature de marque, il y a un côté rituel très, très noté. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire cette fois-ci comment, c'est le troisième step de la chaîne de valeur pour ceux qui me suivent, la mesure, le design et l'implémentation, comment vous avez réussi et par quels moyens, issus des sciences comportementales, on va révéler un secret, à faire en sorte que les vendeurs s'approprient cette nouvelle cérémonie de vente. Et je pense que c'est un sujet qui est capital dans beaucoup d'organisations qui nous écoutent, faire en sorte que les gens fassent ce qu'on décide ou qu'on souhaite qu'ils fassent. Alors ça, c'est la phase critique, clairement. Encore une fois, on s'adresse à des humains, donc ça prend du temps. Mais là, ce qu'on a donc utilisé, ça a été pareil, un cadrage. C'est-à-dire qu'on va d'abord s'adresser aux formateurs. Ça, c'est très important. Évidemment, la formation est un gros bagage, évidemment, qu'on va donner à nos conseillers de vente partout dans le monde. Et donc là, on a fait appel à une technique donc, qui s'appelle le nudge, clairement. Il faut rendre les choses simples. Et c'est clairement ce que nous a apporté le nudge. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de les sermonner avec voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Au contraire, on va leur rendre les choses accessibles implicitement. Et ça, c'est clairement ce qu'on a donc travaillé pour leur
implicitement leur communiquer notre philosophie, nos postures et donc nos moments signatures. Et donc même aujourd'hui, si le nudge est absolument partout, tout au cœur de la formation, c'est aussi sur le point de vente. On est en train justement, ça c'est la phase 2, on est en train de nudger notre point de vente pour justement leur faire des piqûres de rappel absolument partout, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Pour vous donner un exemple, parce que nudge, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, encore une fois, notre deuxième objectif, c'était de répondre aux attentes de nos clients. Donc pour ça, en fait, c'est assez simple. On a instauré une phase qui peut, nous, pour Européens, peut nous sembler assez classique et c'est normal de le faire. En revanche, quand on prend à l'échelle internationale, c'est pas si évident dans toutes les cultures. On a instauré une phase d'observation. Ça, c'est quelque chose que le luxe a l'habitude de faire, certainement. En tout cas, nous, en premium, on était moins dans cette état d'esprit-là. C'est-à-dire qu'en général, voilà, il faut faire du volume, il faut faire de la vente, on y va. Maintenant qu'on est vraiment dans une approche vraiment émotionnelle, on veut vraiment que notre client reparte avec un souvenir. Encore une fois, il va pas se souvenir de ce qu'on lui a dit, mais il va se souvenir de ce qu'il a ressenti. Et donc, c'est pour ça que le nudge est très important. Et donc, typiquement, l'observation fait partie du nudge aujourd'hui. Donc, ça fait partie des formations. On leur a instauré, voilà, quelques lettres à retenir. Ils savent parfaitement qu'est-ce qu'ils doivent faire sur ces 4 lettres. Et surtout, ça marche dans tous les marchés. Et pour les 4, ça a du sens. Et après, c'est à chaque marché, évidemment, de se l'approprier et de le révéler à son client, bien sûr, avec toutes les tenants et les aboutissants, on va dire, de sa propre culture et de sa propre langue. Merci aussi pour l'exemple éclairant. On va revenir à FDJ avec toi, Sophie, parce que finalement, mettre des mesures, multiplier les manières de capter les voix des clients ou leur expérience, c'est chouette, mais à la condition que ça serve à quelque chose. Du coup, question simple, quels sont les enseignements que vous en avez tirés et d'une certaine manière, quelles sont les choses que vous avez apprises que peut-être vous n'auriez pas découvertes grâce à ça? Finalement, quel est le bénéfice? Et puis, je crois aussi que ça vous a permis et ça te permet d'avoir un certain regard sur la manière de mesurer l'expérience ou de faire évoluer les études de satisfaction. C'est sur ça que j'aimerais t'entendre. Eh ben, tu vas m'entendre. Alors, écoute, les enseignements, ils sont nombreux. 80 points de vente, 18 600 shoppers interrogés. Il nous faudrait 2 heures et je pense qu'on les a pas. Je vois un petit compteur là qui défile. Mais si je dois résumer ce qu'on a appris en 4 grands points, enfin 4 grands bénéfices de ce projet. Le premier bénéfice, c'était vraiment de rapporter de la connaissance à tous les niveaux de l'entreprise sur ce qui se passe dans notre réseau de points de vente. C'est bête, mais il y a une vraie dissonance entre ce qu'on conceptualise au siège et puis ce qui se passe effectivement dans nos points de vente. Et je pense que c'était important de diffuser cette connaissance-là, de rompre, d'éliminer définitivement certains préjugés. Je pense notamment au fait qu'il y a une légende urbaine dans l'entreprise qui dit que les jeux de grattage, c'est de l'achat d'impulsion. Et en fait, pas du tout. Voilà. Et donc, apporter cette connaissance, ça passe par 2 choses. Ça passe effectivement par la robustesse du dispositif. On arrive avec un gros quanti, qui est indiscutable. Mais également par ces mesures un peu plus passive. Par exemple, tu présentes une vidéo d'eye tracking en Comex. En fait, c'est hyper parlant. Ça remplace 20 slides. Donc, premier bénéfice, c'était vraiment de rediffuser cette connaissance du réseau. Et je pense que c'était assez clé. Le deuxième learning, assez important, ça va vous paraître évident, mais c'est qu'en fait, le contexte et les implantations de points de vente ont un impact hyper important sur le comportement d'achat, le parcours des shoppers et la manière dont ils vont vivre l'expérience. Je vous donne un seul exemple. Un parcours dans un point de vente dit de flux, c'est 3 minutes. Un point de vente dans un parcours dans un point de vente où on stationne, c'est 25 minutes. Donc effectivement, tu n'as pas du tout la même expérience et tu peux pas raconter la même chose. Et d'ailleurs, ce contexte, il va avoir aussi un impact hyper important sur la capacité du commerçant partenaire à remplir sa mission, à guider les shoppers dans l'offre FDJ, d'autant qu'on n'est pas tout seul en point de vente. Donc voilà, donc l'impact du contexte, ça a été un des learnings aussi hyper intéressants de cette étude. De manière un peu plus, je dirais, pratico-pratique, ça nous a permis de déterminer quels étaient les éléments FDJ qui étaient encore pertinents et ceux qui ne l'étaient plus, parce que les parcours ont évolué. On a beaucoup de gens des maths notamment, donc proposer un meuble où on remplit une grille, en fait aujourd'hui c'est plus très pertinent. Et je dirais que le quatrième grand bénéfice, le grand learning, alors ça va vous paraître évident pour vous BVA, mais quand même, c'est de se dire mesurer la satisfaction.
c'est pas mesurer l'expérience, en fait. Ça n'a rien à voir. Nous, on a des parcours qui sont plutôt satisfaisants. On a une super note de SAT en point de vente. En fait, c'est facile d'acheter un jeu en point de vente. Il y a des points de vente FDJ partout, c'est rapide, etc. Et les shoppers sont plutôt contents de ces aspects hyper fonctionnels. En revanche, quand on s'intéresse, notamment avec le dispositif Méthodo qu'on a mis en place, à tout ce qui est de l'ordre de l'expérience FDJ en point de vente, là, on a clairement des choses qui sont très optimisables. Et ça, sans des méthodos plus comportementales et avec cet angle émotionnel, on n'aurait pas pu l'approcher. Très bien, merci. Élodie, tu nous as dit que tu avais utilisé ce cadre-là dans le cadre, on va dire, de la rénovation ou de votre dispositif de mesure de l'expérience et pas de la satisfaction. Et aussi à quel point le fait d'intégrer des mesures émotionnelles, qui paraît une évidence aussi pour tous les gens de cette audience et pour nous tous, mais qui n'est pas pour tout le monde, avait, au-delà de donner une nouvelle vie, on va dire ça comme ça, au dispositif, permis de vous faire réfléchir différemment à votre marketing en général, et notamment sur des sujets aussi importants que la refonte du parcours client. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, je trouve que Sophie l'a vraiment très bien dit. Quand on s'attache à mesurer la satisfaction, en fait, on s'attache aux attentes les plus évidentes, les plus exprimées, on s'attache aux irritants. Mais finalement, quand on va dépasser cet aspect un peu binaire, quand on va rentrer des indicateurs émotionnels, c'est tout un nouveau terrain de jeu qui s'ouvre pour la marque et évidemment pour les marketeurs. Concrètement, effectivement, chez Citeo, on a fortement investi sur le parcours digital. La plupart de nos relations B2B, elles se font via des parcours online. Et du coup, on a vraiment été travaillé sur le ressenti des utilisateurs au fil du parcours. Donc concrètement, c'est analyser des interactions, analyser de l'expérience, des améliorations de l'UX, du contenu de service. Donc qu'est-ce qu'on fait qu'on ne faisait pas avant? Et vraiment, je pense que les épiques ont été un peu un déclic. C'est on fait énormément de tests utilisateurs en instantané. On a des outils d'observation des interactions digitales en temps réel. Où va la souris? Combien de temps elle reste? Etc. On déploie des nouvelles méthodologies pour cerner à la fois la valeur et le vécu des clients et la façon dont c'est associé. Donc on a évidemment ces fameux personas et on décline ces interactions par persona. Donc c'est vraiment des éléments, des pratiques nouvelles pour l'ensemble de nos chefs de produits. Et puis deuxième applicatif, je dirais, on a utilisé ces enseignements dans le ton des communications, dans le design de nos emails. On est une boîte de techos, on est des ingénieurs de la poubelle. Et là, on a, depuis 2 ans, radicalement changé notre façon de parler à nos clients pour nourrir la surprise, la connivence, la proximité, toutes ces émotions positives, là où avant, on avait un discours d'ingénieur techos. Très clair, merci. On retourne vers toi, du coup, Sophie. Donc, belle étude, des enseignements uniques, partagés, visibles, impactants. Mais pour nourrir un projet plus profond, est-ce que tu peux nous dire où vous en êtes maintenant dans ce projet? Alors écoute, le projet, il en est à ses débuts, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait tout de même beaucoup de boulot. Donc, on a présenté le profil de l'œuvre au COMEX, déjà, les résultats de l'étude, et on était accompagné de l'équipe Expérience Retail, qui a établi sur la base des résultats, en fait, un plan d'action. Alors, je ne vais pas vous dévoiler tous les grands chantiers, mais pour vous donner les grands axes, il y a 2 grands axes. Il y a un axe autour de la refonte de l'expérience client, qui prend en compte le contexte, le type d'implantation du point de vente, et puis qui va aussi prendre en compte toute la séquence du parcours d'achat en point de vente, c'est-à-dire qu'est-ce que je raconte, à quel moment, et comment je fais en sorte de ne pas arriver trop tard dans le parcours du shopper pour justement générer un petit peu d'accident sur son parcours, pour éviter qu'il soit trop en mode automatisé, fonctionnel, efficace. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une réflexion autour du rôle du commerçant partenaire dans ce parcours. On l'a vu, c'est un rôle qui est optimisable. Il faut prendre en compte le contexte de nos commerçants partenaires, les aider en fait à proposer une expérience qui génère du plaisir et de l'émotion. Et c'est notamment un des enseignements du modèle EPIC. En fait, c'est comment on travaille. On va voir, heureusement que c'est pas en anglais. Pride et Connection à l'appui de nos commerçants partenaires. Donc voilà, ce sont les 2 gros axes de notre plan d'action. Merci. Le temps passe vite avec vous. Il nous reste un peu moins de 3 minutes. Et donc, j'aimerais bien qu'en
plus ou moins 1 minute, donc, en forme de leçon et d'ouverture. Vous nous disiez, au-delà de vos projets, finalement, ce que les sciences comportementales vous ont apporté, on est là pour ça. Et typiquement pour toi, Sophie, notamment, dans le cadre d'une fonction insight, même si ta fonction dépasse ça, les insights et les sciences comportementales, pour toi, ça veut dire quoi? Alors écoute, oui, tu as raison, moi je suis une vieille dame des études maintenant, mais... C'est pas ce que je voulais dire. Si. Non, moi je dirais que quand on étudie le client et le shopper, en fait, les sciences comportementales, elles sont incontournables. Moi, ce que ça me procure à moi, c'est de proposer à mon entreprise des insights qui soient pertinents, des insights qui soient prédictifs aussi. Et je suis assez convaincue que quand on travaille les comportements et qu'on est dans une projection de comportement, si on travaille que sur du déclaratif, en fait, on prend de très mauvaises décisions. Et c'est d'autant plus important pour moi qui travaille dans le jeu, parce qu'en fait, ce qu'on propose, c'est quoi? C'est une expérience de jeu. On l'espère, une expérience de gain. Et puis, on travaille beaucoup sur les comportements, notamment autour des problématiques d'addiction. Donc, en fait, les sciences comportementales, elles sont pour moi incontournables. Merci. Jennifer, même question. Hein, tu fais pas tout à fait le même, ou t'es pas tout à fait le même contexte de travail. Au-delà du projet, pour ta fonction, pour ton métier, pour le mode de fonctionnement, les sciences comportementales, ça apporte quoi? Oui, qu'est-ce que ça a déclenché chez nous? Ça a revu complètement la culture d'entreprise par rapport justement à l'expérience client. C'est-à-dire que on était une entreprise qui travaillait très très silotée, voilà, chacun son expertise. Aujourd'hui, voilà, on est vraiment sur une culture 360 où le marketing va autant s'investir, en tout cas que les RH, que le retail justement, pour pouvoir satisfaire notre client tous les jours, en tout cas en magasin. Voilà. Super. Eh bien, Elodie, la même question. On peut l'élargir parce qu'on peut parler de la customer experience ou du marketing en général. Je rappelle qu'elle était directrice marketing. Voilà, les sciences comportementales, le job, inspiration pour les gens qui nous écoutent. Alors, deux choses. Il me reste 26 secondes. Si on déborde sur les questions, tant pis pour la première question. J'en ai parlé au début. C'est un enjeu de fidélisation à la marque. Clairement, le fait de rentrer des émotions, ça crée de l'attachement. Je l'ai dit tout à l'heure, gérer des irritants, gérer de la satisfaction, ça ne suffit plus à engager des clients dans une relation durable. Donc, nous, qui nous sommes retrouvés pour la première fois dans un enjeu de marché de compétition, il y a un challenge de garder notre part de marché et de fidéliser. Et ça, comme disait très bien Jennifer, les équipes de relations clients ont compris que les sciences comportementales et le rapport à l'émotion, ça participait extrêmement, de manière très forte dans l'attachement à la marque. Et le deuxième aspect, même si j'en ai pas parlé aujourd'hui, c'est dans la mobilisation du consommateur citoyen. J'ai parlé B2B, j'ai pas parlé citoyen trieur. Aujourd'hui, le geste de tri sélectif des emballages et des papiers, c'est le premier geste de tri, c'est le premier geste citoyen avant le vote. J'espère que vous êtes concernés. Seulement, on sait qu'il y a seulement 1 Français sur 2 qui trie partout, tout le temps. Donc, les sciences comportementales, nous, on est convaincus que c'est fondamental pour aller chercher ces nouveaux trieurs en ville, chez les jeunes, dans la consommation nomade, dans le e-commerce qui se développe, et puis de développer l'économie circulaire, du recyclage, du réemploi, donc de limiter l'impact environnemental de notre consommation sur la planète. Et pour ça, l'expérience notamment du nudge dont parlait Jennifer, elle est aussi importante que l'information sur la bonne consigne de tri. Donc j'espère que ce soir, quand vous serez dans votre cuisine et que vous trierez vos emballages et vos papiers, vous y penserez. Merci pour la stimulation citoyenne. Merci pour vos interventions et d'avoir partagé cette expérience-là. On a grignoté à peine 1 minute et ça valait la peine. Et on va passer aux questions. On en a une dans la salle. On peut commencer par la question dans la salle. Le micro devrait arriver. Ma question s'adresse à Madame Le Fur Dupuis. Et on sait que l'un des moteurs des jeux de loterie, on se base sur des biais cognitifs. Dans tout ce qui est jeu de loterie, l'un des biais, c'est l'excès de confiance, même si les probabilités sont faibles, la pondération des probabilités. C'est l'un des moteurs des jeux de loterie. Et ma question, c'est une question d'éthique. Dans quelle mesure vous
utilisez ces biais cognitifs, notamment dans le cadre de l'expérience client, pour en même temps encourager les joueurs à parier leur argent, tout en sachant que les probabilités de gain sont très faibles, et en essayant de limiter l'addiction. Voilà. C'est une vaste question. Les probabilités de gain sont faibles, mais elles existent. FDJ, c'est, pardon de le rappeler, mais c'est 1 millionnaire à peu près tous les 2 jours. Donc en fait, il faut continuer d'espérer. Et ce sont des gens qui jouent à FDJ dans un cadre qui est particulier. On a notamment en place un certain nombre de messages de prévention et on nudge aussi sur la prévention. On le fait notamment sur Amigo. Et notre mission chez FDJ, c'est justement de canaliser le jeu et de s'assurer que les joueurs jouent dans un cadre qui est propice à un jeu récréatif. C'est-à-dire qu'on s'assure que quand ils jouent à des jeux de la FDJ, notamment les jeux de loterie, mais également les paris sportifs, ils restent dans un cadre qui est celui du divertissement et que effectivement, ils ne tombent pas dans un jeu dit problématique. Et ça, là-dessus, la FDJ est très active. Et l'autre enjeu, c'est également de les garder sur une offre qui est dite légale face à une offre illégale qui, elle, se développe énormément. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais juste en termes de mesures par rapport à la prévention de l'addiction. Oui. Alors, c'est un grand sujet. On a notamment travaillé avec Étienne là-dessus. En fait, il y a plusieurs choses. C'est qu'on pilote le profil de nos joueurs. Il y a un indice du jeu excessif qui s'appelle l'indice canadien du jeu excessif, qui permet de voir si le joueur est dans une situation qui est OK par rapport au jeu ou s'il a perdu le contrôle par rapport au jeu. Donc, nous, sur tous les jeux et sur l'ensemble de notre bassin de joueurs, on a des mesures hyper régulières pour regarder si les joueurs de ce jeu sont des joueurs qui sont à l'aise avec le jeu ou s'il y a un problème de jeu. Quand un jeu semble problématique, alors même si en général c'est pas un jeu qui génère l'addiction au jeu, parce qu'en fait les joueurs problématiques sont des multi-consommateurs du jeu, ils jouent à plein de jeux différents, donc c'est très difficile en fait de travailler un comportement par le produit. Pour autant, on travaille sur les modalités du jeu, effectivement. On peut arrêter le jeu, c'est n'importe quoi, à 20h, parce qu'on voit que les jeux excessifs jouent plutôt après 20h. Enfin voilà, il y a un certain nombre de leviers qui sont des leviers d'offres. Et puis après, on a des dispositifs un peu plus individuels, parce que c'est souvent une logique individuelle, d'appel sortant notamment, et d'accompagnement du joueur, ou de redirection vers des associations et des boîtes qui gèrent effectivement le jeu excessif. Merci. Une question sur l'écran et qui nous vient du chat, qu'on a débattu, on pense qu'on l'a comprise. Quel nudge avez-vous pu mettre en place pour impacter les comportements de vos cibles, notamment dans un contexte de non-contrôle de l'environnement où se passe l'interaction? Bon, on fait court, on a comprise. Ouais. Alors effectivement, je pense que vous avez bien compris, du coup, la première étape du travail, ça a été donc de nudger, en tout cas, les outils de formation, donc pour toute notre force de vente. La deuxième étape a été donc de nudger l'environnement du coup du magasin. Nous, on avait un objectif qui est que, je l'ai dit en introduction, Lacoste est mondialement connue pour son polo, mais elle est aussi connue pour d'autres articles. En tout cas, des produits iconiques qu'on veut absolument mettre en avant. Et ça, il faut absolument le rappeler à notre conseiller, parce que si notre conseiller s'en souvient, ou en tout cas, si on suscite l'intérêt du conseiller, ou par la même occasion, on suscite l'intérêt en tout cas du client, ça va forcément susciter du questionnement. Et donc, les questions que vont se poser les clients vont les poser au conseiller, etc. Et ça va être un ping-pong verbal. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez sur nos points de vente, notamment, par exemple, dans notre nouveau flagship qui a sur les Champs-Élysées, sur tous les autres articles qui sont iconiques hors du polo, vous avez en fait, on va dire, des plaquettes qui est de l'ordre de la PLV, voilà, pour justement nourrir un storytelling de produits iconiques chez Lacoste. Est-ce que j'ai répondu à la question, j'espère? Alors, moi je dirais oui, mais c'est pas moi qui l'ai posé. Du coup, on va passer à une autre. Mais je crois que tu as très bien répondu. Quelle est l'échelle de temps de la réalisation de vos projets, de la phase de design à la phase implémentation, on va dire, parce qu'il y a marqué implantation, je ne suis pas sûr qu'on en soit encore là. Ouais. C'est 1 an. C'est 1 an parce qu'encore une fois, il faut bien prendre en compte que moi, j'avais la problématique culturelle. J'avais le monde entier à aller scanner. Donc forcément, la phase en tout cas de connaissance, déjà de nourrir BVA, de tout ce que nous avons, ça a pris du temps, ça a pris un été entier.
Et ensuite, voilà, il y a vraiment cette phase de réflexion. Là, ça va assez vite. Là, c'est l'ordre de 3 workshops. Hein. Clairement, en 6 mois, on y est. Et après, une fois qu'on avait défini cette phase de design, ensuite la validation auprès des marchés, ça a pris encore quelques mois. Donc, grosso modo, pour faire simple, entre le moment où on a émis le projet, on a signé avec BVA et le moment où les formations étaient prêtes, 1 an. Donc, on n'a pas chopé. En effet. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Ah, Gilles. C'est mieux que tu le dises dans le micro, je pense, pour les gens qui sont à distance. Bonjour, vous avez parlé de B2B et de crainte avec l'arrivée d'une éventuelle concurrence, qui à ma connaissance n'est pas encore arrivée, de perte de part de marché. Qu'est-ce que la notoriété de Citeo auprès de ce public, elle est à quel niveau et comment vous la mesurez? Vous avez évoqué que vous la mesuriez, de combien elle a baissé ou de combien elle a évolué Alors, il y a un gros sujet. Alors oui, on a un concurrent depuis 2 ans. Je ne vais pas le citer, je ne vais pas lui faire ce plaisir-là. Il est encore très minoritaire. On a une part de marché très écrasante sur ce sujet-là, sur notre service de prise en charge de la responsabilité élargie du producteur. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle. J'allais dire l'intérêt d'avoir travaillé avec des personas, c'est que justement la relation à la concurrence, elle est très différente. Selon si vous êtes sur des très gros metteurs en marché, c'est des gens qui vont vendre et mettre en marché des millions d'emballages chaque année et qui nous donnent, qui nous versent des millions d'euros au titre de cette contribution. La notoriété, elle est très forte. Et là, l'enjeu de fidélisation, d'émotion, vraiment tous ces drivers émotionnels, ils vont être très importants. Et notamment l'élévation, donc le côté de la surprise, il va être très fort sur ces gros clients. Sur j'allais dire le persona du petit client lambda qui va être à quelques dizaines ou centaines de milliers d'unités de vente consommateurs mises en marché, qui lui a plutôt des attentes, non pas de service d'accompagnement, mais de fluidité de la relation. C'est d'autres drivers qui vont se mettre en place. Là, on n'est pas tant dans de la notoriété, etc., que de la simplicité de parcours. Donc, on ne va pas jouer sur les mêmes émotions, on ne va pas jouer sur les mêmes leviers, on va fidéliser autrement, je dirais. Et puis, on a un troisième persona qui arrive, qui sont ces nouveaux clients, notamment avec l'élargissement de la responsabilité élargie du producteur au e-commerce, à ses vendeurs. Et donc là, l'enjeu culturel, c'est un enjeu qui est nouveau chez Citeo. On est en train de rentrer plusieurs dizaines de milliers de clients, notamment chinois, les vendeurs du e-commerce qui maintenant sont soumis à la responsabilité élargie du producteur en France. Et bien là, les codes de marché ne sont pas les mêmes, le niveau de maturité vis-à-vis de la responsabilité élargie du producteur n'a rien à voir. Donc il faut rentrer d'autres drivers, alors émotionnels, facilités, j'allais dire plus classiques encore dans la relation client. Merci, on en a terminé. Merci à vous, merci Elodie, merci Sophie, merci Jennifer. J'espère que ça vous aura été utile et inspirant. Merci de votre attention à ceux qui sont ici et ailleurs. J'en profite un petit message, si vous permettez, messieurs. Pour ceux qui vont pouvoir le faire par le chat, on va vous envoyer une petite enquête pour que vous nous disiez ce que vous ressentez. Les émotions, c'est important, on vient d'en parler. Et aussi, vous proposer de rejoindre la communauté de Human Advantage que nous sommes en train de mettre en place. Et je laisse la parole à ces messieurs qui vont vous annoncer la suite.